Aujourd'hui, au Culturel 2.0, on parle audition. On parle audition d'orchestre symphonique avec deux personnes qui ont fait des auditions, qui ont ces expériences. Abby Walsh, violoniste à l'OSM. Bonjour, Abby. Bonjour, ça va bien? Oui, merci, et toi? Oui, merci. Et Corinne Chartré-Lefebvre, qui vient aussi de gagner une audition, entre autres, à l'Orchestre métropolitain comme troisième corps. Bonjour, Corinne. Bonjour Sylvie. Alors, les filles, on va se parler d'audition. D'abord, un petit, euh, un petit CV de chacune de vous. Si on commence par Abby. Tu viens de quelle région? Tu as étudié où? Parle-nous de toi un petit peu. Oui, donc moi, c'est ça, je viens d'un petit village qui s'appelle Racine. C'est dans les cantons de l'Est, proche de Sherbrooke, en fait. Puis c'est là que j'ai commencé le violon quand j'avais l'âge de 5 ans. Donc, j'ai pris des cours privés depuis que je suis toute petite. Après ça, je suis allée étudier à Sherbrooke avec Isabelle Montserrat, qui est un excellent professeur pour les jeunes élèves. Puis, j'ai été repêchée par Madame Joanne Harel et son mari, Raymond Dessin. Puis, c'est avec eux autres que j'ai fait quasiment la majorité de mes études en violon. J'ai fait mon pré-conservatoire, j'ai fait mon DEC, mon bac, mon diplôme d'artiste au Conservatoire de musique de Montréal. Donc, j'ai étudié plusieurs années là-bas. Puis, c'est il y a 2 ans, en fait, que je suis allée étudier aux États-Unis dans la classe de Paul Cantor à l'Université Rice. Puis c'est quand j'ai étudié là-bas, c'est ça que j'ai passé l'audition pour l'OSM. Donc, j'étais encore à l'école. Puis je me suis dit, ben, je reviens chez mes parents pendant le temps des fêtes. Il y a l'audition de l'OSM qui est en même temps. Alors, pourquoi pas passer mes belles vacances de Noël à pratiquer? OK. Donc, Alors, c'est ça, j'ai passé l'audition. on va revenir à l'audition, mais on va parler Oui. avec Corinne. Corinne, toi. Mhm. Oui, ben moi je suis née à Laval. J'ai fait mon secondaire dans une concentration de musique à Paul Jeunesse et à Curie-Antoine-Labelle. Je savais pas vraiment lire la musique, je savais pas vraiment, je savais surtout pas c'était quoi le corps. Mais la voisine était allée en musique, puis mon frère était en musique, fait que j'avais pas le choix d'aller en musique. Et on m'a dit que je devais essayer le corps, mais je voulais jouer du sax comme tout le monde, mais j'ai quand même finalement choisi le corps, et je suis vraiment contente de ça. Et par la suite, j'ai fait 1 an au Cégep de Saint-Laurent avec Jocelyn Veilleux. Ensuite, j'ai fait mes études majoritairement au conservatoire, dans la classe de John Milner. Ensuite, un peu Louis-Philippe Marcellet. Après ça, ça a été Nadia Côté. Et ensuite, je suis retournée avec Louis-Philippe Marcellet à l'Université de Montréal pour faire, en fait, après ma maîtrise et mon bac au conservatoire, j'ai fait un DESS et un DEPA à l'Université de Montréal. Mhm. Donc, toutes les deux, vous avez étudié et pratiqué très, très fort pour être où vous êtes présentement. Abby, Oui, parle-nous plusieurs de années. cette audition à l'OSM, à l'Orchestre symphonique de Montréal. Oui, donc moi, c'était ma toute première audition que j'ai faite au niveau professionnel. Donc, je peux pas vraiment dire que j'ai beaucoup d'expérience, mais euh, c'est ça, je pense que j'ai pratiqué pendant un mois, j'ai fait juste ça, l'audition de l'OSM pendant un mois pendant que j'étais à l'école, matin, midi, soir. Je pratiquais des traits sans arrêt. J'ai même eu des cours avec mon professeur. J'ai fait une audition simulée devant un jury pour bien apprendre le répertoire puis savoir c'était comment je réagissais en fonction du stress à jouer des traits parce que moi, j'avais jamais fait ça. Bien, là, quand Donc, tu parles de trait d'orchestre, on s'adresse un peu à tout le monde, là, pas seulement aux oui, musiciens. Donc, on parle de trait d'orchestre, donc des oui, partitions de premier violon que oui, tu c'est ça. dois Dans le fond, c'est des apprendre. cours, Mhm. oui, c'est ça. C'est des cours segments qui prennent du répertoire symphonique. Donc, souvent, ça peut varier entre 30 secondes et 3 minutes, dépendamment de la longueur de l'extrait. Puis, souvent, c'est des grands classiques qui prennent. Donc, par exemple, Don Juan. Après ça, il y a le Scherzo de Schumann. Donc, c'est tous des extraits qui sont relativement difficiles pour savoir qui c'est qui est assez Et bon pour entrer dans un orchestre. en plus de ça, tu dois jouer un mouvement de concerto avec une cadence. Oui, Qu'est-ce qui est demandé oui, c'est là, ça. pour l'édition de l'OSM? Donc, moi, pour l'audition que j'ai faite, c'était des postes de section. Donc, ils demandaient une exposition de concerto romantique.
Après ça, une exposition de concerto de Mozart, qui est de la période classique, et un mouvement d'une sonate de Bach. Donc ça, c'était la partie qui était solo. Puis après ça, il y avait une quinzaine de traits d'orchestre. Donc, il y avait à peu près autour de 45 à 1 heure de musique à apprendre. OK. Ouais. De ton côté, Corinne, comment ça se passait? Pour l'audition de l'OM? Mhm. Oui, parce que moi, j'ai fait beaucoup d'auditions. Oui, tu en as fait plusieurs, toi. Ben, j'estime une trentaine d'auditions professionnelles. Oh, quand même. J'ai arrêté de compter. Mais oui, c'est ça. Pour l'audition de l'Orchestre métropolitain, en fait, c'était justement pas ma première. Fait que j'avais déjà une espèce de structure de travail, de fête. Puis, comme Abby disait, les extraits d'orchestre qu'on retrouve aux auditions, ben, c'est des grands classiques qui sont particulièrement difficiles pour l'instrument. Puis ils sont souvent demandés ça va être des classiques, donc ils vont être retrouvés sur plusieurs listes d'auditions. Donc, les traits que j'ai eu à faire pour l'audition de l'Orchestre métropolitain, c'est des traits que j'avais retrouvés, entre autres, dans des auditions pour l'Orchestre symphonique de Montréal, Trois-Rivières, Laval, entre autres. Mais c'était différent un peu pour l'Orchestre métropolitain parce qu'il y avait beaucoup... moi, c'était pour le poste de troisième corps. Donc, c'est des traits qui sont dans la partie de troisième corps. Mais on avait aussi des traits de premier corps, puisque le premier et le troisième corps, c'est des corps qui sont considérés comme corps aigus. Donc, les partitions vont être jouées dans un registre plus aigu que 2 et 4. Donc, on avait des traits de premier corps aussi à jouer, dans une optique aussi de possibilité de remplacement de premier ou de... Ça donne plus de palette de différents traits d'orchestre demandés, là. Et puis, quand tu arrives à l'audition, Corinne, tu vois personne. Tu vois pas le jury. Tu sais qu'il y a des gens derrière un rideau. Ouais, il paraît. J'ai jamais vu du monde de l'autre bord, mais... Il doit en avoir. Oui. En fait, c'était ça arrive quelques fois. Ben, c'est seulement quand on gagne une audition, en fait, qu'on finit par voir qu'il y avait vraiment des gens de l'autre bord. Mais on se fait dire que oui, donc c'est une audition à l'aveugle. On croise quelques personnes du personnel de l'orchestre qui vont nous guider, en fait, de l'arrière-scène ou de la pièce commune ou des pièces qu'on a individuellement pour se préparer à notre Et donc, c'est un membre du personnel qui nous guide, qui nous amène. On voit la pianiste advenant qu'on aille à jouer une pièce solo. Ou même des fois pas de pianiste, parce qu'on va jouer la pièce solo sans accompagnement. Et il y a toujours, en fait, dans la salle d'audition, il y a un mur avec le jury derrière. Il y a un représentant des musiciens, dans le fond, quelqu'un qui va être un espèce d'intermédiaire entre les gens du jury et nous. Donc, lui, il va être assis là, à la ligne du mur. Il va vraiment voir si le côté du jury, ça se déroule selon les règles, si ça se déroule bien. Et si, de mon côté, étant donné que je ne peux pas communiquer avec les membres du jury, si j'ai une question, ben, ça va être à cette personne-là que je vais avoir affaire, qui va vraiment être l'intermédiaire. Parce que tu ne dois pas parler, parce qu'on ne doit pas savoir si tu es une fille, on ne doit pas te reconnaître non plus. On ne doit pas savoir qui joue en audition. Ouais. Vous étiez combien à auditionner en même temps? On était 13 cornistes, si je me souviens bien. Mais sincèrement, j'essaie tellement de me concentrer seulement sur moi que ça en est difficile de savoir quel trait j'ai joué, dans quel ordre, quel candidat il y avait. Mais il me semble qu'on était 13 candidats. Et vous pigez un numéro et c'est selon ce numéro-là. C'est la même chose pour toi, Abby? C'est comme ça que ça s'est passé? Oui, c'est ça, c'est exactement la même affaire. Il y a un panneau pour regarder la chose vraiment très impartiale, pour pas savoir on est qui. Après ça, il y a des numéros pour vraiment garder l'anonymat des candidats. Donc, c'est exactement la même affaire. Tu étais quel numéro, Abby? Ben c'est ça a changé à chaque round. Donc, au début, j'étais deuxième. Après ça, j'ai été 13e, puis j'ai repilé le numéro 2. Donc, et il y avait combien de candidats pour ce poste? Pour la mienne, on était 110 violonistes. OK. Ça change un peu c'est différent. Tu sais, pour moi, l'audition à l'OSM, il y avait 5 postes aussi. Donc, il y avait plusieurs chaises ouvertes. Puis, finalement, ils ont juste choisi une personne pour cette audition-là. Mais, tu sais, je dirais qu'en général, pour, mettons, un poste, généralement, il y a une vingtaine de personnes. Donc, c'est pour cela, avec 5 postes ouverts, ils ont accepté beaucoup de personnes pour se laisser une grande marge de manœuvre. Puis, Abby, est-ce que c'était une audition nationale ou internationale? Parce que ça change aussi probablement le nombre de candidats.
Oui, c'est ça. Moi, c'était la nationale, mais je sais là, ils en ont fait une au mois de décembre, une autre qui était à l'international, puis là, c'était à peu près le même nombre de personnes. Mais il y avait autant de postes, c'est ça. Mhm. Donc, Et puis, c'est habituellement, proportionnel. il y a un round, deux rounds. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé pour chacune de vous? Ben pour moi, généralement pour en fait les cordes, je ne m'y connais pas trop avec les auditions pour les vents, mais pour les cordes, généralement, ça tourne autour de 3 rounds. Puis si le jury est vraiment pas capable de décider, mettons, en 2 candidats au troisième round, ça peut s'étirer avec d'autres rounds pour vraiment être capable de choisir un candidat à la fin. Ou Mais il en peut donner le général, poste à deux personnes aussi, si c'est quelque chose qui arrive. oui, c'est quelque chose qui est possible. En ce qui te concerne, Corinne, comment ça s'est déroulé? Ben, je dirais que cette fois-ci, pour l'audition de l'Orchestre métropolitain, c'était différent que d'habitude. D'habitude, vu le nombre de candidats, tout le monde passe en une journée. Donc, il y a 3, max 4 tours qui se font avec une élimination. Donc, on va commencer en une quinzaine au premier tour. Il va y avoir une élimination qui va se faire. C'est la plus grosse élimination, je dirais. Il va y avoir peut-être, j'estime, 5 personnes, deuxième tour, puis ensuite une finale avec 2, 3 candidats. Et mais là, cette fois-ci, à l'Orchestre métropolitain, l'audition s'est déroulée sur 2 journées, en fait. C'est qu'il y avait aussi une audition de trompette. Puis je pense que c'était une question de disponibilité du jury. L'audition, elle était sur 2 jours, donc le 2 mars, le 3 mars, il n'y avait rien, et le 4 mars. Donc, le 2 mars, ça a été les 2 premiers tours pour les corps. Donc, on est passé de 13 à 5. Oh mon Dieu, je ne m'en souviens pas, mais peut-être 5. Et ensuite, pour le 4 mars, ça a été une finale qui a été faite aussi de façon différente. D'habitude, c'est pièce, trait, chacun son tour. Mais là, ça a été chacun son tour, on jouait la pièce seulement. Puis ensuite, chacun notre tour, on allait pour les traits. Donc, on était les 3 personnes en finale à faire une finale, en fait, un tour de finale, mais divisé en 2 parties, donc peut-être 2 finales. Si on parle brièvement du jury, habituellement, il y a le chef d'orchestre, c'est-à-dire le directeur artistique de la formation pour laquelle vous auditionnez. Et il y a aussi habituellement les premières chaises de cordes et vent et un membre du comité des musiciens pour que tout se passe bien. OK, maintenant, une fois qu'on vous dit, tu as le poste, qu'est-ce qui se passe? Il y a une période Ben, là, d'essai à vie, hein, n'est-ce pas? c'est la période de probation. Oui. Donc, souvent, quand tu gagnes la job, ben, tu as la moitié de la job faite, entre guillemets. Là, c'est l'autre partie qui commence. Puis, dépendamment de chaque instrument, je pense que la période d'essai a une durée un peu différente. Je sais que pour nous autres, les cordes, en général, c'est entre 9 puis 12 mois. Donc là, c'est la période de probation qui commence. Puis c'est ça, il faut apprendre les pièces, les jouer à toutes les semaines avec l'orchestre. Puis à la fin de cette période-là, la job est accordée ou pas. Donc tu as ta job ou pas à la fin. Et est-ce que tu as la chance d'avoir des commentaires pour t'améliorer, est-ce que c'est quelque chose qui... Oui, On oui, l'espère ben c'est toujours. ça, nous autres. Oui, c'est ça. Nous autres, je sais qu'à l'OSM, on a une mi-probation. Donc, toute la section se rencontre, puis elle donne des commentaires sur le candidat. Puis après ça, c'est le violon solo, ben, le chef de section, en fait, qui vient donner les commentaires généraux au candidat. Puis, ça nous laisse un bon, je pense, 5 à 6 mois après ça pour travailler sur les points qui sont améliorés. Ou s'il n'y en a pas, ben tant mieux. On fait juste Mhm. continuer Ouais. sur Eh le bien, même chemin. Et pour toi, Corinne? ben en fait, je pense qu'à l'Orchestre métropolitain, c'est différent. Je pense qu'il y a un certain nombre de programmes qui doivent être faits en période de première période, là, dans le fond, première période d'essai, un certain nombre de programmes qui doivent être faits avec Yannick. Et ensuite, je pense que c'est une année de. Ben, en fait, Sylvie, tu sais, tu dois le savoir très bien pour l'avoir vécu toi aussi. Il y a une certaine période. Mais je ne sais pas s'il y a des commentaires en mi-probation. Je pense que en fait, c'est relatif aux conventions collectives de l'orchestre. Chaque orchestre fonctionne différemment là-dessus. Maintenant, les filles, je veux parler d'un sujet un petit peu délicat. On parle Mhm. beaucoup depuis quelques jours de bêta-bloquants, Ouais. de drogue pour aider à le stress. Hein? Mhm.
quelle est votre expérience à propos de ça? Mm. Je pense que c'est vraiment... Euh, Ouais, vas-y, Abby, tu voulais commencer. Ah, ben non, mais vas-y, Non? là, je t'ai complètement OK. coupé, vas-y. Ça, c'est dur par Zoom pour ça. Mais je pense que c'est justement très important d'en parler parce que, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de musiciens qui ont expérimenté ou qui en consomment sur une base relativement régulière. Moi, je n'ai pas de mal à dire que j'en ai utilisé. Je dirais qu'il y a des situations où il y a des périodes qui sont plus fragiles pour le stress. Puis ça va être un outil, mais c'est vraiment pas la solution à tout parce que je pense qu'il y a vraiment un travail, un cheminement, un entraînement mental qui doit être fait pour que cet outil-là puisse être utilisé. Le discours interne va être le même. Si le discours interne est négatif et que c'est ça qui alimente le stress, bêta-bloquant ou pas, ben, ça va enlever les symptômes physiques, mais le discours négatif va encore être là. Donc, il y a vraiment une grosse partie du travail qui doit être faite. Et il y a toujours le problème qu'il y a des gens qui peuvent s'accoutumer à ça, puis après ça, il faut... ça mais devient un problème. c'est quand même un outil qui est intéressant puis que j'aime utiliser. Je pense pas que c'est quelque chose de nécessaire. Puis dans l'article de Catherine Perrin, justement, je trouve que l'aspect du placebo est intéressant aussi. Que de se faire croire qu'il y a une pilule magique qui existe, ben ça rassure, mais c'est. Puis si c'est de prendre une Smarties qui va faire la job, tant mieux, mais le bêta-bloquant, il y a vraiment un effet, puis ça l'aide beaucoup de gens. Est-ce que les effets du stress sont plus nocifs que de prendre un bêta-bloquant de temps en temps? Ça, je sais pas, mais c'est intéressant d'en parler. Et pour toi, Abby? Ben moi, c'est ça, j'en ai jamais pris, j'en ai jamais essayé, puis c'est quelque chose qui me fait un peu peur, parce qu'on dirait que j'ai peur de commencer à en prendre puis de devenir dépendante. Parce que moi, généralement, je suis une personne qui est quand même très stressée, même si je suis capable de bien le cacher, j'ai une bonne poker face, mais n'empêche que je suis de nature stressée et anxieuse, donc c'est ça, j'ai peur d'essayer d'en prendre puis de commencer à devenir un peu addict à ça. Mais, tu sais, j'ai plein de personnes dans mon entourage qui en prennent quotidiennement, puis je pense que si c'est quelque chose qui fonctionne pour eux autres, ben tant mieux. Puis, c'est ça, je pense que chaque personne réagit différemment au stress. Puis, si c'est quelque chose qui peut aider à comme couper les effets négatifs du stress, ben pourquoi pas. C'est juste qu'à un certain point, je pense qu'il y en a qui en prennent, puis là, ça devient une vraie dépendance. Puis, tu sais, moi, j'avais un ami au Texas qui en prenait 4-5 avant les concerts, puis c'était juste, aussitôt qu'il n'y en avait pas, là, c'était l'effet contraire. Il était stressé automatiquement, il était plus capable de jouer, il était plus capable de rester focus. Donc, c'est ça. Je pense que c'est à prendre. On peut en prendre, mais d'une façon peut-être plus modérée ou d'y faire attention ou d'être juste conscient des effets positifs et négatifs que ça peut faire. Abby Walsh et Corinne Chartré-Lefebvre, je vous remercie tellement de vous être laissé prendre par cette discussion avec beaucoup d'honnêteté. Et puis, je vous souhaite une très, très longue carrière de musicienne. Et puis, je souhaite que ça va éclairer certaines personnes qui se demandent toujours c'est quoi la vie de musicien, d'audition Oui. et tout ça. Alors, merci beaucoup. Mais justement, merci beaucoup de faire capsules-là. On n'a pas l'occasion d'en parler comme ça tant que ça. On en parle beaucoup entre nous, mais c'est un sujet qui est important à partager, justement. À partager, oui. Merci. Ben, merci pour l'invitation. Merci.